On va maintenant passer à la présentation suivante. Et donc, on va accueillir Madame Alexandra Laurent, qui est aussi psychologue et aussi de l'Université de Bourgogne, et qui va cette fois nous parler des soignants et du stress et traumatisme des soignants. Alors oui, je suis professeure en psychologie clinique et psychopathologie à l'Université de Bourgogne et effectivement psychologue clinicienne pour les soignants en réanimation chirurgicale au CHU de Dijon. Et donc je vais vous parler de cette notion de stress et de traumatisme chez les soignants. La communication précédente montre à quel point vous pouvez vivre au quotidien des situations quand même extrêmes, ne serait-ce que du côté du patient, que du côté des familles. Et donc il est bon ton quand même de se poser la question de cette dimension de stress, de cette dimension de traumatisme. On va déjà voir qu'est-ce que c'est, parce qu'on entend beaucoup dans le langage grand public cette dimension « je suis stressé, je suis traumatisé », mais qu'est-ce que c'est exactement ? Et puis on verra également si c'est vraiment une réalité dans les équipes de soins et comment les accompagner. Donc tout d'abord, on va éclaircir les choses sur cette notion de stress et de traumatisme pour que ça soit bien clair dans votre esprit. Vous êtes face à un contexte professionnel particulier et dans le cadre de ce contexte professionnel qui est l'anesthésie-réanimation, vous êtes confronté à des multiples facteurs de stress. Ces stresseurs, ils peuvent être à la fois chroniques, vous pouvez les rencontrer au quotidien dans votre travail, même d'ailleurs plus trop y faire attention, avec une organisation de travail qui va vous être stressante, une charge de travail importante, des conflits au sein de l'équipe, la détresse des familles, les situations de fin de vie, on en passe et des meilleurs. Vous allez être confronté à ce stress chronique qui pourra aboutir au fur et à mesure de votre carrière professionnelle, à ce processus de burn-out dont on entend parler souvent. Stress chronique, épuisement professionnel. Nous, ce dont on va parler, on est davantage dans cette dimension de stress aigu avec le traumatisme. Effectivement, c'est à un moment donné, dans la carrière, un événement dont vous vous rappelez, où vous pourriez décrire d'ailleurs l'ensemble des détails de cette situation, parce qu'elle a été marquante pour vous, on verra pourquoi, et elle a été marquante, et c'est pour cela qu'on appelle que le traumatisme psychique. Un décès d'un patient dans des conditions qui vous ont été particulièrement difficiles. Et cette dimension de trauma liée à quelque chose de très aigu, eh bien, va pouvoir occasionner des répercussions sur le long terme qu'on appelle état de stress post-traumatique, PTSD également dans la littérature. Donc on va parler plutôt, si on parle du trauma, puisqu'on m'a demandé de parler du traumatisme, on va parler davantage de cette dimension de stress aigu et d'état de stress post-traumatique. Alors, qu'est-ce que c'est ce traumatisme psychique ? Pourquoi on peut être traumatisé dans le cadre de situations professionnelles que vous rencontrez au quotidien ? Tout d'abord, le trauma, c'est très clair la définition qui est donnée dans le cadre du DSM, qui répertorie donc les troubles mentaux. C'est lié à une exposition, à un événement qui confronte à la mort, à la menace de mort, et qui porte une atteinte sérieuse à l'intégrité physique et psychique, soit de l'autre, par exemple votre patient, la famille, soit également pour vous. Ça advient à une date et un lieu déterminés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Chacun de vous, si vous avez un événement qui a fait fraction comme ça, eh bien vous pouvez vous en souvenir de manière extrêmement précise, un peu comme si c'était hier. Il y a un effet de surprise. Effectivement, le traumatisme, c'est ça. Ça prend au dépourvu. Ça nous tombe dessus. Parce qu'on n'a pas pu anticiper, on n'a pas pu voir arriver, on n'a pas pu s'adapter pour prévenir la situation qui allait être choquante. Et donc, c'est associé également à un sentiment d'extrême impuissance. Ça, c'est ce qu'on appelle le traumatisme psychique. Et le traumatisme psychique, eh bien, dans les mois qui vont découler suite à l'événement, on va pouvoir voir apparaître ce que l'on appelle l'état de stress post-traumatique. Alors l'état de stress post-traumatique, là aussi, c'est très bien défini par la littérature. Il y a 3 grandes dimensions que l'on va pouvoir observer chez les patients, chez les soignants, qui souffrent d'état de stress post-traumatique. Tout d'abord, le syndrome de répétition.
avec un événement. L'événement qui a fait trauma va être constamment revécu sous forme de cauchemar, de flashback, et notamment, ce que l'on voit beaucoup chez les soignants, sous forme de rumination. On n'arrive pas à ne plus y penser. Ça revient dans le cadre du travail, mais là aussi où on peut mettre une alarme, ça revient aussi beaucoup lorsqu'on rentre chez soi. Et forcément, va se mettre en place aussi des symptômes d'évitement, afin de ne pas penser ou être confronté à la situation qui a été traumatique, avec aussi une dimension d'hypervigilance, qui est en lien aussi avec toute cette dimension de répétition et d'évitement, avec des troubles du sommeil, des difficultés de concentration, une irritabilité, donc des éléments qui peuvent vraiment occasionner une gêne dans l'activité professionnelle du soignant. Et ce que l'on met aussi en évidence, beaucoup, voire même systématiquement, dans le cadre des états de stress post-traumatique, c'est ce vécu de honte et de culpabilité qui est souvent associé à des manifestations dépressives. Et cette honte et cette culpabilité, elle est en lien avec un sentiment de faute d'y être pour quelque chose, notamment vis-à-vis, par exemple, de ce décès du patient, et puis également de la crainte du regard négatif de l'autre. Ça, c'est la honte aussi. C'est cette dimension de honte qui va être très marquée. De voir un jugement qui peut être donné de la part de l'équipe, par exemple, par rapport à l'événement que l'on a subi. Alors, le traumatisme psychologique chez les soignants, est-ce que c'est réellement une réalité? De quoi on parle à ce niveau-là? On a fait une revue de la littérature à ce propos, et on voit qu'il y a très peu d'études qui sont menées sur ce thème-là de PTSD, d'état de stress post-traumatique et des soignants. Par contre, ce que l'on peut voir, c'est suite à la crise Covid, depuis les années 2020, forcément, la littérature a beaucoup augmenté sur ce thème. Avant la période Covid, on évalue à 3,3%, voire jusqu'à 24% de soignants qui en souffrent. Et après la période Covid, au niveau de la littérature, on voit que c'est entre 16% et 73,3% de soignants qui peuvent souffrir d'état de stress post-traumatique. Les études montrent que toutes les catégories socio-professionnelles sont impactées, mais plus particulièrement les infirmiers qui vont être plus touchés par les manifestations psychotraumatiques. Alors on voit ici que la crise sanitaire, effectivement, elle a introduit de nouveaux facteurs de risque liés à l'état de stress post-traumatique, et vous allez faire le lien par rapport à la définition que je vous ai donnée. Effectivement, on est sur de l'incertitude et on est aussi sur une insécurité pour soi. Par rapport à la contamination, est-ce que j'ai pu être contaminée? Est-ce que je vais ramener le virus chez moi? Donc tous ces éléments, vont venir ajouter à cette dimension traumatique de la situation qui n'avait pas forcément lieu avant cette crise sanitaire. Ça a apporté effectivement de nouveaux facteurs de risque traumatique, cette crise sanitaire, mais ça a également amplifié les existants, avec le nombre de décès, le contexte de soins intenses, avec l'absence des familles, les fins de vie, et puis des fins de vie qui ont parfois été très difficiles. On le reverra dans la situation clinique que je vais vous présenter tout à l'heure. On a mené une étude sur les facteurs, le développement de stress post-traumatique pendant la période Covid. Et effectivement, on a vu que dans notre étude qui mobilisait 70 services de réanimation en France, 20,6% des professionnels souffrent d'état de stress post-traumatique 3 mois après la première vague. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que, effectivement, dans ces 20,6%, déjà, l'ensemble des professionnels sont touchés, mais à des intensités de PTSD très importantes. Vous voyez avec les courbes qui montent très loin au niveau de l'intensité. On voit le trait horizontal qui est le cut-off, normalement le seuil auquel on peut dire qu'il y a un état de stress post-traumatique. Et bien là, vous voyez qu'en termes d'intensité du PTSD, ça peut être très important. Certains en souffrent avec des symptômes très marqués, et notamment des symptômes d'intrusion qui vont être très présents.
Effectivement, c'est peut-être ce qu'on pourrait parler de spécificité du traumatisme chez les soignants en réanimation, cette dimension de reviviscence, d'intrusion, parce que eh bien, c'est en lien avec le contexte professionnel même. C'est-à-dire que le soignant qui est traumatisé par une situation dans le cadre de son travail, eh bien, au quotidien, il va y être de nouveau confronté. Il va être plus difficilement ça va être beaucoup plus difficile pour le soignant de mettre en place des conduites d'évitement pour prendre un peu de distance avec l'événement, parce que, eh bien, à chaque fois qu'il revient dans son travail, il est confronté au même lieu, au même type de pathologie, à la même équipe, à la même chambre dans laquelle ça s'est passé. Et donc, ça va sans arrêt raviver l'événement traumatique pour le soignant. L'autre élément qui va être aussi spécifique du traumatisme chez les soignants, c'est étant donné que ça s'est passé dans le contexte professionnel, eh bien souvent ça va être passé sous silence. Ce vécu traumatique va être passé sous silence parce que comme il est associé à la honte et la culpabilité, eh bien le soignant va avoir du mal à pouvoir le verbaliser au sein de son équipe et il va souvent être très isolé dans ce vécu-là. Et puis, la spécificité aussi, qui n'est pas des moindres, c'est cette dimension d'identité, qui va être tout d'un coup mise à mal par la dimension traumatique, avec cette identité professionnelle de bon soignant qui va en prendre un coup par rapport à cette situation traumatique. Alors, comment accompagner les soignants qui vivent cet état de stress post-traumatique ? Alors, il y a une petite situation clinique qui est développée dans le cadre d'un article que je peux vous conseiller de lire, que j'ai publié dans la revue Soins Psychiatrie, sur lequel je me base pour pouvoir vous faire cette petite communication. On est dans la deuxième vague, il faut vous remettre dans le contexte, on est dans la deuxième vague de la crise sanitaire et Madame Y, qui travaille depuis 8 ans en tant qu'infirmière en réanimation, est dans son service et je l'entends dans le couloir qui parle de cette manière-là. Ils veulent des nouvelles en parlant des familles, mais ils ne peuvent pas nous laisser faire notre travail. On doit tout expliquer, ils sont anxieux et on doit répéter toujours la même chose. Je les comprends, moi. Aussi, si j'avais quelqu'un de ma famille en réanimation, je serais inquiet. Donc là, c'est intéressant par rapport au positionnement du psychologue, par rapport à ce qui est verbalisé par cette soignante, parce qu'en quelque sorte, même si ce n'est pas explicite, ici, il y a une demande qui émerge. Il y a une demande de la part de la soignante vis-à-vis du psychologue. Parler de sa colère vis-à-vis des familles. En quelque sorte, effectivement, lorsque le psychologue est dans un service, eh bien, il légitime le vécu émotionnel des soignants. Effectivement, au psychologue, on ne va pas parler des constantes du patient. Là où on attend le psychologue, eh bien, c'est de parler de son vécu, de ce qu'on ressent, des dimensions émotionnelles. Et ça va être l'occasion pour cette soignante, eh bien, de parler de cette colère, de cette tristesse, voire même, on le verra par la suite, de cette culpabilité, de cette honte par rapport aux familles. Mais d'où vient cette colère vis-à-vis des familles? C'est ça qui va être intéressant et c'est ça que nous, avec ça qu'on va travailler en tant que psychologue auprès de cette soignante. Alors, effectivement, pourquoi un traumatisme en 2 temps? Dans le premier temps de la crise Covid, lors de l'événement, Madame Y va plutôt verbaliser un sentiment d'être soutenue par le collectif. Elle va me dire « on a fait face ». Effectivement, ça renvoie au niveau de la théorie à cette dimension d'illusion groupale, où grâce au groupe, eh bien, on va faire face, on se sent soutenu et on va pouvoir mettre à distance les émotions. Sauf que cette fameuse illusion groupale, elle ne dure qu'un temps. Et à un moment donné, le soignant aussi se retrouve seul face à ses éprouvés. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler l'après-coup. Et c'est ce qu'on a retrouvé dans le deuxième temps de la crise Covid, plutôt donc fin d'année 2020, si vous vous rappelez. Et Madame Y, elle me dit, ben voilà, je n'arrive pas à oublier la manière dont ces corps sont partis de la réanimation. Cela reste gravé dans ma mémoire et des cauchemars de corps dans des sacs la hantent la nuit. On voit des sentiments de culpabilité
liées à ses fins de vie de patient, très spécifiques, très différents de ce dont elle a l'habitude et par rapport à son idéal de soins, de la culpabilité de ne pas avoir correctement accompagné ses patients, d'avoir privé les familles de leurs proches. Une honte également de ne pas avoir été bonne soignante. Elle me dira même, le soir, moi aussi j'applaudissais car je ne me sentais pas concernée. Donc on voit bien ici qu'après les premiers mois de la crise, eh bien, ces fameuses défenses collectives qui sont regroupées dans le on a fait face, on est une bonne équipe, eh bien, ces défenses collectives laissent place à des ressentis individuels où émergent à ce moment-là les signes du traumatisme. On voit bien là ici par rapport à à ces symptômes de rumination qui sont très présents chez Madame Y. Et puis cette dimension de honte et de culpabilité. Donc le travail du psychologue ici auprès des soignants, eh bien, c'est d'ouvrir un espace où le soignant il ne va pas se sentir jugé ni évalué. Il est attendu pour ça. Il est attendu pour venir travailler sur ses ressentis. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Qu'est-ce que j'ai compris et pourquoi? On replace ici l'événement à sa juste place pour le soignant. Ça nécessite eh bien, de travailler sur le vécu actuel, d'identifier la colère, et le sens de cette colère. Elle est intéressante, le sens de cette colère, parce que c'est ça, pour reprendre un petit peu le terme de Stéphanie, on va tricoter avec le soignant. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie de déplacement de la colère de la soignante sur la famille. Mais à un moment donné, dans le suivi avec cette soignante, on va arriver vraiment aux racines de cette colère, qui est la colère vis-à-vis de soi, de sa propre honte et culpabilité dans son rôle de soignant, d'avoir eu ce sentiment d'avoir failli dans ce rôle de soignant. Et ce que l'on va travailler, eh bien, c'est la restauration de sa propre valeur de soignante. Restauration eh bien, du lien avec les familles et le patient, de retrouver sa place et un sens dans sa fonction de soignante. Et c'est comme ça qu'on va travailler sur la dimension du trauma. Alors là, on n'est plus sur ce dont je vous parle, c'est plus une situation de prise en charge individuelle, mais je milite, et on est plusieurs à militer, d'ailleurs je vous invite aussi à lire le travail que l'on a fait avec l'équipe de recherche avec laquelle je travaille sur les dispositifs groupaux au sein des réanimations, où l'analyse de la pratique a aussi tout son rôle, parce que l'effet du groupe, il est très puissant en fait dans ces situations-là, parce qu'ensemble on va mettre du sens, on va comprendre l'événement, on va comprendre les émotions que l'on ressent, au travers aussi des autres. On va pouvoir, dans le cadre de l'analyse de la pratique, les soignants vont pouvoir prendre de la distance avec ces dimensions émotionnelles qui sont parfois trop envahissantes. Ça permet eh bien, aussi de lutter contre l'isolement parce que tout d'un coup, le soignant, il se rend compte que son collègue aussi l'a vécu de la même manière, ou il l'a peut-être aussi vécu différemment, et donc ça vous permet de replacer l'événement de manière différemment dans sa propre vie par rapport aux soignants, et puis de recréer, et ça c'est vraiment la force de la réanimation, de recréer un sentiment de communauté. C'est la force de l'équipe, une représentation et une mise en sens qui va être cette fois-ci non pas individuelle, où le soignant le garde pour soi, mais plutôt une dimension collective. Et ça, c'est important. Pourquoi une dimension collective ici, c'est important? Parce que ça va permettre également de proposer eh bien, des modifications au sein même de la pratique, au sein de l'équipe, par rapport à des situations qui pourraient se répéter et qui ont fait trauma. Alors c'est intéressant aussi parce que quand on fait une petite revue de la littérature, on voit, et ça je milite contre, pas contre, là je peux plus finir ma phrase, donc ça va être très important de faire de proposer une régularité au sein de ces séances avec des séances qui doivent se répéter sur 10, 12 mois, où on voit l'effet significatif par rapport à l'efficacité de ces analyses de la pratique. Il y a une étude qui a été menée tout à fait intéressante où l'analyse de la pratique a été mise en place sur 6 mois, il y avait peu d'effets, et sur 1 an, on voit tous les bénéfices de cette analyse de la pratique. En fait, tout simplement parce que l'effet du groupe, il n'arrive pas de manière comme une baguette magique, il faut aussi que ça devienne une culture de service, de pouvoir parler, de mettre à l'épreuve
l'épreuve les éprouvés des équipes, de mettre à l'épreuve ce qu'on a ressenti dans le cadre des différentes situations que l'on a vécues. Et donc, effectivement, il faut militer sur le rôle et le positionnement au sein des services de réanimation, des psychologues, parce que c'est aussi à eux de travailler sur cette analyse de la pratique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette communication. Je ne sais pas si vous avez des souhaits d'intervention, de questions. J'ai été très frappé par l'importance des fourchettes de pourcentage du PTSD avant et après Covid. Parce qu'avant, c'est 3 à 24%, après 16 à 73%. Oui. C'est énorme. Alors, ça dépend des études, j'imagine, mais il y a une explication à une telle variabilité en fonction des séries? Alors, celle que je vous ai énoncée, elle est plutôt clinique, dans le sens où, effectivement, la crise Covid, elle vient ajouter des facteurs qui sont extrêmement aggravants pour la dimension du trauma, comme l'insécurité pour le soignant dans le cadre de son travail. Tout d'un coup, il se sent en insécurité. Et puis, il y a un contexte et des repères qui sont complètement différents. Donc ça, effectivement, c'est des facteurs de risque par rapport au trauma. Après, si on regarde de manière un petit peu plus fine l'ensemble de ces études, on se rend compte qu'il y a peut-être aussi des questions méthodologiques qui font qu'effectivement, on arrive à des taux de 73%. Et alors, ça dépend à quel moment on va interroger les soignants, parce que si on interroge les soignants dans le mois où ils ont vécu l'événement, on va plus parler de stress aigu. Et ça, la littérature, elle passe un petit peu sous silence cette dimension-là. Effectivement, lorsqu'on a vécu un événement, il est normal de ressentir ce que l'on appelle un stress aigu par rapport à cet événement, d'y repenser dans les jours qui viennent, d'avoir une anxiété comme ça assez forte. Mais ce que vous le ressentez, ce stress aigu, il est normal par rapport à la situation qui, elle, est anormale. Donc, forcément, si je vous fais passer cette échelle, une échelle de stress post-traumatique, les quelques jours après avoir vécu cet événement difficile, forcément, vous allez avoir des taux très élevés. Sauf que si je vous leur fais passer dans 1 mois ou dans 3 mois, de nouveau, vous allez vous être réadapté à la situation du service. Donc c'est ça, au niveau méthodologique, parfois c'est passé sous silence, la temporalité de la mesure, alors que c'est capital. Et puis aussi des échelles qui sont plus ou moins bien validées, qui sont aussi utilisées. Voilà, il y a des biais méthodologiques qui sont parfois assez importants dans le cadre des études, d'où l'importance de faire ce genre de revue de la littérature et de venir un petit peu critiquer ces études qui ont été faites assez rapidement post-Covid. Voilà, il y a eu une espèce d'engouement de l'impact psychologique de la crise Covid au détriment parfois d'une démarche scientifique. Et est-ce que les soignants qui n'étaient pas postés habituellement en réanimation, qui se sont retrouvés en réanimation, étaient plus touchés par le PTSD? Est-ce qu'on a des données là-dessus? Alors, les données, les quelques études qui ont eu lieu ne montrent pas forcément de différences importantes. Mais quand même, la dernière étude qui a été, et je pense à une étude qualitative, effectivement, on peut penser que ça aurait pu être une population à risque parce qu'elle est en manque de repères, elle ne fait pas partie de l'équipe, donc elle est un petit peu isolée par rapport à l'équipe. Voilà, donc ça, c'était plutôt les facteurs de risque, mais il y a eu des facteurs plutôt de protection, dans le sens où ils arrivaient et ils pouvaient repartir. Et ça, alors, entre les deux, ça fait qu'il n'y a pas des résultats très significatifs entre une population qui n'appartient pas au service et puis une population qui appartient au service. Voilà. Je vous en prie. Bonjour, merci beaucoup pour votre topo. Thomas Mognon, moi je suis anesthésiste réanimateur à Necker. J'ai la chance de travailler dans une réanimation pédiatrique où on a beaucoup de psychologues, mais on a une réanimation pédiatrique où il y a un temps dédié pour les soignants, dans l'autre, il n'y en a pas. Ce que je me demandais, c'est est-ce qu'on a une idée du panorama en France des réanimations qui ont la chance de bénéficier d'un temps psychologue dédié uniquement aux soignants? Eh bien, vous m'apprenez que j'ai une deuxième collègue
qui est dédié aux soignants, psychologue dédié aux soignants. Non, généralement, alors déjà, il y a une grosse avancée là quand même au niveau des derniers décrets, dans le sens où maintenant, les réanimations, on demande à ce qu'elles se dotent d'un temps de psychologue, voilà, de manière obligatoire maintenant. Hein, mais dans le rôle qui est attribué aux psychologues, c'est principalement pour les patients, les familles et également les soignants. Donc la psychologue ou le psychologue qui est recruté dans le cadre de la réanimation a ces trois fonctions, et souvent la fonction principale, ça va être les patients et les familles. Et la fonction qui est moins visible, c'est aussi tout le travail qu'elle ou il va faire avec les soignants. Mais des psychologues dédiés à l'accompagnement des soignants, c'est très peu développé, effectivement. On a dans l'autre réanimation, parce que c'est pas la mienne malheureusement, ils ont la chance, et c'est pas la même psychologue, parce que justement ils voulaient qu'il y ait une séparation, et c'est quelqu'un qui a un mi-temps dédié aux soignants. Et donc, c'est pas elle qui intervient, par exemple, dans les entretiens avec les familles. Elle est vraiment là uniquement, elle a un mi-temps uniquement pour les soignants. Et c'est hyper intéressant. Est-ce que c'est souhaitable de différencier ces deux rôles ? Alors, ça, c'est un débat. C'est exactement le poste que j'ai, en fait. Moi, j'ai ma collègue avec qui je travaille en réanimation chirurgicale du CHU de Dijon, qui est dédiée aux patients et aux familles. Et puis moi, j'ai un temps pour les soignants. Alors, c'est assez confortable. C'est assez confortable de pouvoir travailler sur ces deux dimensions de manière différente. Parce que la psychologue qui travaille avec les patients et les soignants, elle est dans l'équipe. Elle fait partie de l'équipe et elle va travailler avec les soignants. Elle va travailler avec les soignants auprès des patients et des familles. Moi, je me situe en dehors de l'équipe. Et je vais travailler avec les demandes des soignants par rapport à leurs difficultés, et parfois des difficultés où il va y avoir des résonances aussi très personnelles. De pouvoir ouvrir un espace comme ça, en dehors, en quelque sorte, du travail quotidien de la réanimation avec les familles et les patients, ça permet aux soignants de se sentir plus libres de faire cette démarche-là. Parce qu'en quelque sorte, on ne va pas se retrouver ensemble lors d'une réunion d'équipe, ensemble face à une situation avec un patient et une famille. On va pouvoir bien séparer les deux objectifs, et je pense que ça peut être plus confortable pour les soignants. Est-ce que je me suis fait comprendre ? Oui, c'est très bien. Clair, oui. Et après, c'est souvent une question de budget. Hein. Ouais. Malheureusement, oui, c'est une question de budget. Et le fait aussi que les soignants, par eux-mêmes, reconnaissent qu'ils sont une population qui est exposée, parce qu'on a beaucoup d'entre nous qui considèrent toujours ce concept un petit peu du héros. Et voilà, on aurait sûrement besoin de pouvoir discuter un petit peu plus avec vous. Oui, tout à fait. Merci. Merci beaucoup pour cette belle présentation.